Ok, on nous entend? Ok, eh bien bonjour, bonsoir. Bienvenue pour la 3e formation en ligne de ce confinement. Et le thème de ce soir, c'est être EdRef et être NSO, être Ed NSO pour la toute première fois. Et je suis Lise, mon derby name est très logiquement Lise, et je suis joueuse et arbitre à la Boucherie de Paris. Vas-y Quentin, présente-toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis HP Love Track et je suis NSO au Lutèce Destroyeuse Roller Derby Paris, tout simplement. Alors, pour le thème de ce soir, donc, être Ed pour la toute première fois, on a prévu, on ne sait pas combien de temps on tient, on ne va pas se le cacher. En tout cas, on a prévu 5 parties, si je ne m'abuse. Une première partie qui est un peu une vision d'ensemble assez générale sur la philosophie d'être Ed. Et ensuite, un plan assez chronologique de comment on prépare le ou les matchs, comment on est pendant le match et comment on va prendre des retours après le match. Et donc, on va se répartir la parole entre Quentin pour la partie plus NSO et moi pour la partie HP, pardon, pour la partie plus NSO. Et pour la Comment oses-tu mettre mon vrai prénom devant tout le monde? Mon Dieu. Surtout que je connais le nom de ton chat maintenant, je risque de le balancer comme ça aux gens, ils vont être fous. Je m'en vais. Je quitte ce live. Alors, ah oui, et du coup, merci à Thibaut qui gère tout ça derrière son écran et que vous ne voyez pas, mais que nous, on voit. Ah, donc que vous avez dû voir. Et qui va notamment faire le lien avec le superbe PowerPoint qui arrive. Et donc, pour cette première partie, on a intitulé ça « Tu t'es pris pour qui? Petite philosophie générale de la posture de Ed ». Donc, sur cette première partie, on voulait commencer juste par reprendre sur c'est quoi le concept d'EdRef ou de EdNSO. Donc, se rappeler ce que c'est et rappeler ce que ça n'est pas. En tant que Ed, et dans le prolongement, de toute façon, de l'arbitrage de façon générale, on est le ou la garante de la sécurité, bien évidemment, mais également du safe space. En tant que Ed, on est également un facilitateur entre les équipes d'un côté et le cours arbitral. Parfois, ça revient à dire qu'on est un tampon entre notamment les coachs. On a tous en tête des coachs relous. Et le crew arbitral, notamment quand on a des personnes qui peuvent être plutôt débutantes et qui peuvent se sentir, enfin, c'est pas forcément juste le seul motif, mais en tout cas qui peuvent voir leur performance amoindrir par une pression, notamment des coachs. On est également une tête de coordination pour le crew, donc on est un ou une chef d'équipe. Voilà. Mais voilà, qu'est-ce qu'on n'est pas? On n'est certainement pas un être divin, parfait, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut pas faire de retour, qui ne veut pas de retour, qui ne demande pas de retour, qui ne pense pas faire d'erreur. Et on est encore moins une personne condescendante ou paternaliste vis-à-vis de leur joueuse ou de leur pénalité. Concrètement, on n'est pas dû. Et dernier point sur lequel on voulait insister, il n'y a pas un seul modèle pour être Ed. Vous avez forcément en tête plusieurs modèles, on imagine, et c'est OK en fait. On peut prendre, je pense que la façon dont on fonctionne la plupart du temps, c'est on va prendre des bonnes idées à droite à gauche, on va les rajouter à notre façon de fonctionner et ça va faire une espèce de pot commun de choses qui nous paraissent avoir du sens et qui correspondent à notre façon d'être. Mais on n'est pas obligé de dupliquer quelque chose qui ne nous paraît pas être nous et c'est complètement OK. Dernier point sur ma partie, on a une autorité, ça c'est sûr, mais l'autorité, on est délégataire de cette autorité qui est donnée par les équipes. Et ce qui est important dans un match, c'est évidemment les deux équipes. L'arbitrage est là pour être transparent autant que faire se peut. Ça veut dire quoi au niveau de l'autorité? Ça veut dire qu'on est là pour encadrer les choses, on est là pour appliquer le cadre auquel les deux équipes ont souscrit en décidant de faire un match sous un règlement WFTDA, enfin sous des règles WFTDA, donc on est le garant de ce cadre-là, mais on n'est pas dans la hiérarchie absolue, absolument pas. Et d'ailleurs, si on voit l'évolution de la façon de faire de l'arbitrage façon WFTDA, on se rend compte qu'on va vraiment sur cette notion d'horizontalité entre l'arbitrage et les équipes. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait vachement moins peur
de se dire qu'on est là pour cadrer les choses plutôt que se dire qu'on est là pour être Dieu vivant pendant 2 heures avec, quand parfois ça peut être le cas, en face de soi, des équipes, voire des joueuses et des joueurs qu'on admire énormément. Voilà. Donc notre rôle, c'est pas d'être Dieu. À vous les studios, c'est à toi, HP. Alors du coup, quand est-ce qu'il faut se lancer pour être aide? Donc il y a plusieurs cheminements. Déjà, est-ce que vous vous sentez d'être aide? Est-ce que vous avez suffisamment d'expérience? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas? C'est surtout aussi grâce à votre ligue qui a pu aussi vous aider en disant, tiens, pourquoi pas faire aide à inscrire, par exemple, est-ce que tu peux être sur notre prochain événement, par exemple? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Par exemple aussi au niveau de votre pôle d'officiel. Si vous avez un pôle officiel dans votre ligue, c'est super utile parce que comme ça, chacun peut se coordonner et aussi se donner un maximum de conseils. Si vous avez déjà des officiels qui ont pratiqué le aide tout simplement, vous pouvez avoir aussi des personnes qui vous donnent des conseils. Mais des fois, on n'a pas forcément le choix aussi, par exemple. Ou par exemple, vous êtes l'officiel, le ou la plus expérimenté pour un événement, par exemple, ou pour un scrimmage en interne. Et du coup, l'équipe qui organise va naturellement aller vers vous pour vous proposer. Ensuite, il faut se lancer. C'est une très bonne expérience à faire, même si vous l'avez normalement jamais fait. Mais c'est pas inné et vous allez adorer, tout simplement. J'enchaîne? Lise? Oui. On a vachement travaillé les transitions et je pense que ça se voit. C'est le moment où je me rappelle de vous dire que on a un chat qu'on regarde en fait pour un peu plus d'échange avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on les traitera. Quand HP parle, je regarde les questions et vice versa, et c'est comme ça qu'on va essayer d'avancer sur cette formation. Donc, pour avancer sur cette partie, on va maintenant parler du syndrome de l'imposteur. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous ne m'avez probablement jamais rencontré en vrai, car c'est quand même un sujet extrêmement fréquent de discussion chez moi. Ça et le Thermomix. Donc, au niveau du syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même tendanciellement plus chez les meufs plus. Et c'est le fait de ne pas se sentir au niveau pour faire quelque chose, alors que quelqu'un qui a le même niveau, mais qui n'est pas dans la même catégorie, ne se poserait pas la question et se sentirait au niveau. Donc, de façon générale, c'est le fait de ne pas se sentir au niveau, alors qu'on pourrait le faire. J'en dis pas plus si ça vous intéresse. J'ai aucun problème à vous envoyer quelques articles et autres podcasts sur le sujet. Mais si vous êtes concerné, à mon avis, vous le savez dès maintenant. Comment on arrive à dépasser ce syndrome de l'imposteur? Alors, j'ai commencé à lister des méthodes qui, moi, me sont utiles. C'est pas du tout exhaustif et c'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. La première méthode, c'est d'écouter et de croire quand quelqu'un te dit « tu peux le faire ». Donc, si quelqu'un te dit « tu peux le faire », tu y vas. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait de prendre de la hauteur et se mettre des objectifs atteignables. Donc, typiquement, si c'est votre premier briefing et du coup, vous allez être IPR, et ça va pas être votre meilleure définition de PAC de la vie, même si vous êtes beaucoup entraîné. Pourquoi? Parce que votre cerveau, très logiquement, va devoir gérer plein de choses. Il va devoir gérer la communication, regarder plus globalement ce qui se passe sur le track, regarder si les arbitres sont bien positionnés dans votre crew, et puis regarder le pack et les speak packs qui arrivent et les gens qui rentrent de box, etc. Donc, ce ne sera pas votre meilleure définition de pack et ce n'est pas grave. Donc, juste une fois que vous vous l'êtes dit, c'est OK. Troisième élément auquel j'ai pensé et que je m'applique vraiment souvent, avoir autant de bienveillance et d'indulgence envers soi-même que ce qu'on en aurait pour une autre personne qui est dans notre situation. Juste indulgence, c'est le mot-clé. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et être OK avec ça, mais juste, voilà, ne soyez pas plus rude et plus dur avec vous-même que vous ne le seriez avec quelqu'un d'autre. Dernier point, auquel moi j'ai pensé et que je fais aussi, c'est aller demander des retours après
pour faire encore mieux la prochaine fois. Donc, on y reviendra à la fin, de toute façon, genre comment on prend un retour à la fin d'un match de la part des équipes ou des personnes de votre crew, mais notamment des équipes. Mais là, vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que si vous faites ça et si vous prenez des retours et si vous savez ce sur quoi vous améliorez et que vous travaillez pour, eh ben, vous vous sentirez vraiment plus légitime à faire les choses. Et donc, c'est une bonne méthode pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et c'était tout pour cette première partie qui s'appelle donc « Tu t'es pris pour qui ?» et donc qui était l'introduction générale. On peut passer à la deuxième slide, Thibaut. Quentin, c'est à toi. Je ne vois pas la slide, je ne commence pas. Alors, du coup, cette partie, on va du coup vous expliquer tout ce qui se passe en amont, tout ce qui se passe avant la préparation d'un match. Alors, comment ça se passe? Quand vous commencez du coup un match, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Vous êtes du coup avec votre collègue Edref, vous êtes aussi avec votre collègue Edenesso, bien sûr, et aussi avec Ligue qui accueille l'événement. C'est très important parce que du coup, avec ce petit trio, vous allez devoir faire la base de l'événement. Donc, premièrement, en tant qu'aide, prendre contact avec l'équipe qui accueille. Donc, cette équipe, elle va avoir du coup toute la partie du coup logistique. Quand on va commencer l'événement, est-ce que vous avez par exemple tout le matériel disponible? Est-ce que la ligue s'occupe du recrutement par exemple? Est-ce que c'est à vous d'utiliser votre réseau ou est-ce que la ligue s'occupe entièrement du recrutement? Est-ce que c'est à vous de faire les documents pour le recrutement par exemple? Mais aussi, vous allez avoir tout ce qui va être pour les infopacks, aussi pour tout ce qui va être au niveau de la sécurité et aussi du matériel. C'est aussi la ligue qui détermine la deadline. Par exemple, à partir de tel moment, on lance nos recrutements. À partir de tel moment, on les arrête. À partir de tel moment, on peut lancer les confirmations pour tous les officiels qui se sont inscrits, par exemple. Aussi, très intéressant et très important, les ligues, des fois, ont souvent des quotas de personnes à privilégier. Par exemple, quand vous faites votre document d'officiel. Quand ça peut être les femmes plus ou autres, par exemple. Ah, on a une question sur qu'est-ce qu'un infopack? L'infopack, ça va être du coup pour vous officiel, si vous avez déjà officié un événement, ça va être le Google Doc où il y aura toutes les informations disponibles sur l'événement. Vous avez un onglet avec le lieu, vous avez un onglet avec les équipes qui participent, l'ordre des matchs, les officiels avec leur poste et le déroulement sur une ou plusieurs journées. C'est en gros tout le document sur lequel vous allez avoir toutes les informations disponibles, même le sandwich que vous avez commandé pour la buvette. Et ça, c'est important. Ok. Ensuite, on va parler du concept de doudou. Vu qu'on sait que c'est un premier match, on sait que ça va être compliqué. Et ce à quoi on a pensé, c'est un concept de doudou. C'est la personne, là, si vous fermez les yeux et que vous vous dites, genre, quel est l'arbitre que j'aimerais avoir à côté de moi pour me rassurer, ou l'arbitre ou NSO, c'est la personne qui apparaît. Donc, généralement, pour à peu près 80% du roller derby français, cette personne est Tarao. Faut le savoir. Mais ça peut être d'autres personnes. Non, ce qui compte, c'est d'avoir une personne qui soit... voilà, qui vous mette à l'aise, c'est la personne qui, juste sa présence, va vous calmer. Ça ne veut pas dire que la personne va beaucoup parler ou va prendre votre place, etc. Ça ne veut pas dire que c'est le ou la meilleure arbitre du monde, même si Tarao est le meilleur arbitre du monde. Mais c'est la personne qui vous met en confiance, qui sera un peu votre filet de sécurité, qui sera heureux de le faire, qui sera là pour vous faire des petits clins d'œil, des petits sourires si ça part en cacahuète pour vous et que vous commencez à stresser. Voilà. Donc, soit ces personnes ont postulé et juste vous les sélectionnez, soit, en fait, ces personnes n'ont pas postulé, mais vous, c'est votre premier briefing et vous avez peur et vous leur demandez, ces personnes sont ravies de le faire. Autre point qu'on a appelé « Partage tes pépitos avec ton frère ». C'est le cas où, quand vous devez sélectionner des personnes, vous avez des personnes qui postulent à la fois en REF et en NSO. Donc, la question, c'est comment vous faites pour la répartition. Donc, la réponse, c'est la communication, avec entre les deux aides pour savoir où ça a le plus de sens.
où ça a plus de sens en fonction de ce que la personne veut, bien évidemment, mais également en fonction de la consistance des deux crews. Là, ce sur quoi on voulait insister, c'est la jouez pas perso. Vous n'avez pas un crew contre l'autre. Ce qui compte, c'est vraiment que les deux crews fonctionnent de façon coordonnée. Et des fois, voilà, il faut laisser partir un bon élément de potentiel pour son crew pour que l'autre crew puisse être plus solide. Et c'est OK. Il faut juste bien discuter. On avait noté ne pas être pingre. Voilà. Ensuite, comment on choisit plus précisément les personnes? Alors, d'abord, il y a la question de je ne connais pas les gens, comment je fais? Alors, ça, clairement, ça dépend, et c'est ce qu'on s'était dit en préparant cette formation, ça dépend clairement de l'enjeu forcément du match. Sur un petit scrimmage du mercredi soir, vous n'allez pas prendre les références des gens. Sur des matchs plus, institutionnels, voire sur des étapes de championnat, vous allez avoir plus de temps et vous allez regarder plus précisément qui a postulé et vous allez pouvoir demander à d'autres officials, d'autres ligues d'avoir leur retour. L'idée, c'est de ne pas rester dans l'entre-soi qu'avec des gens que vous connaissez et de pouvoir ouvrir un petit peu. Maintenant, selon l'enjeu des matchs, voilà, vous avez votre liste de personnes qui ont postulé, comment on choisit, etc. pour constituer son crew. Vous avez l'option regarder qui a le plus de matchs. C'est vraiment pas le plus intéressant, très honnêtement. La première raison, c'est que vous avez des fois des grosses différences entre le niveau, le nombre de matchs et le niveau. Des fois, ça ne va pas forcément de pair. Très souvent, par exemple, des joueuses expérimentées qui deviennent arbitres vont avoir un bon niveau de base très rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui se mettent à l'arbitrage et qui apprennent le patinage et qui découvrent le roller derby. Donc voilà, vous pouvez avoir une personne avec 30 matchs qui n'a jamais joué et quelqu'un qui a fait genre 5 matchs mais qui a déjà joué et qui ont des niveaux équivalents. Donc la stratégie de je regarde le nombre de matchs est pas hyper pertinente à mon sens. Et d'autres éléments à prendre en compte, c'est que à partir du moment où vous constituez un crew, vous avez une responsabilité. Vous pouvez commencer à réfléchir à qui je veux voir avancer dans le roller derby français. Quel profil je veux voir avancer dans le roller derby français. Ça, c'est une petite responsabilité. Mais c'est plutôt chouette. Et du coup, ça veut dire quel profil j'essaie de faire avancer. Donc, typiquement, ça veut dire telle personne vient d'une ligue où il n'y a pas beaucoup d'arbitres. Et la ligue est assez isolée. Et concrètement, j'espère que la personne rejoigne mon crew. C'est bien, ça va la faire travailler avec des personnes avec qui elle n'a pas l'habitude de bosser. Et elle va revenir dans sa ligue avec des nouvelles compétences qu'elle va pouvoir diffuser. Donc, ça peut être, du coup, premier cas, des personnes qui sont assez isolées. Ça peut être des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour croire en elles. Et ça peut être aussi des personnes, des catégories encore sous-représentées dans l'arbitrage par rapport à leur présence dans le jeu. Et là, je pense notamment aux meufs plus, mais également aux personnes racisées, aux personnes neuroatypiques. Donc, des catégories qui sont encore largement sous-représentées dans l'arbitrage. C'est pour ça qu'on a mis cette petite image, égalité versus équité, où l'idée, c'est de ne pas avoir peur de réfléchir à quels sont les facilitateurs que je mets en place pour pouvoir faire monter certaines catégories de personnes dans l'arbitrage, parce que ça me paraît important que ces catégories soient représentées. Voilà. Deuxième point dont on voulait parler, et qui n'est pas le plus facile, c'est le cas où on a des personnes qui postulent et qui sont techniquement bons, voire meilleurs que certaines autres candidates, mais ces personnes ont un problème soit comportemental, soit de niveau, pas dans le sens où les personnes débutent, mais dans le sens où il va y avoir trop de calls. Des personnes qui surcallent des choses et inventent des fautes. Si je vous dis ça, vous avez quelqu'un en tête, je pense, on a tous quelqu'un en tête, donc cette personne-là. Et donc, ces personnes qui peuvent être potentiellement également agressives, condescendantes, paternalistes avec les joueuses ou avec d'autres membres du groupe. Est-ce que j'ai le choix de le prendre ? Concrètement, si vous avez le choix, ne prenez pas cette personne. Surtout si c'est votre premier headreffing, vous encombrez pas avec ça, vous aurez vraiment d'autres choses à penser. Prenez pas ces personnes-là. Entourez-vous d'un petit cocon de personnes qui vous mettent à l'aise.
De façon générale, essayez de ne pas la prendre parce que vous êtes responsable de ce qui se passe. Et si une joueuse sort de son match très mal parce que cet arbitre aura été, par exemple, paternaliste, condescendant, etc., ben, vous aurez une part de responsabilité et c'est extrêmement désagréable, donc je vous conseille de ne pas le faire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir conserver le safe space. Maintenant, il y a des fois où vous n'avez pas le choix. Typiquement, c'est vous n'avez pas le nombre minimum requis sinon pour pouvoir maintenir le match. Là, du coup, il faut réfléchir à comment contenir la toxicité de la personne. Donc, il faut réfléchir. Franchement, j'arrive pas avec des réponses toutes faites. Je peux vous dire que je peux vous parler d'un exemple que j'ai vécu, enfin que j'ai vu, que j'ai trouvé très malin. C'était un mec qui était clairement un mansplainer avec les femmes. Et la personne qui était en headreffing à l'époque avait décidé de mettre cette personne-là à l'extérieur en OPR avec 2 autres mecs et de mettre toutes les meufs plus en inter. Juste pour les préserver un maximum de sa toxicité. Voilà. Et bon, spoiler, il a quand même été toxique. Mais bon, bref. Dans tous les cas, la stratégie était intéressante. Voilà. Ensuite, on passe à la partie petits repères pour comment on constitue des équipes. Donc là, je vais parler de la partie refing et puis je vais parler de la partie NSO. Au niveau ref, quelques repères que moi j'aime, ça ne veut pas dire encore une fois que c'est la façon de faire à chaque fois. Concrètement, déjà, je réfléchis sur est-ce que, à titre personnel, surtout si c'est mon premier drafting, est-ce que je veux être hyper front ou est-ce que je veux être hyper back? Donc, quelle est la position entre ces 2 postes qui me permettent d'avoir le plus d'espace mental disponible pour pouvoir regarder d'autres choses, faire de la communication, etc. Donc moi, généralement, ça veut dire front, parce que back, ça me demande plus d'énergie. Donc front, quand je suis insécurisée ou pour n'importe quel... voilà, je sais que front, c'est plus confort pour moi. Et du coup, j'essaie de prendre en back quelqu'un avec qui je me sens à l'aise. C'est mon premier drafting, donc ça veut dire que vous prenez quelqu'un qui maîtrise le pack et qui va pouvoir vous rassurer à votre filet de sécurité technique sur la définition de pack. Prenez pas quelqu'un à former tout de suite. Ensuite, au niveau JR, ce que vous cherchez, c'est pas forcément les 2 meilleures personnes du coup, vous cherchez 2 personnes qui ont un niveau équivalent. Pourquoi? Parce que s'il y a un biais, typiquement une personne qui est beaucoup plus au taquet sur les fautes qu'une autre, et que vous avez une équipe où une jammeuse est full out dès la première mi-temps, eh ben c'est un avantage vraiment, enfin un désavantage plutôt, très fort par rapport à l'autre équipe. Donc, par équité, pour les JR, on cherche des niveaux équivalents. Ensuite, autre élément à garder en tête, comment on équilibre l'inside et l'outside. Donc, mon conseil, c'est de toute façon avoir en outside quelqu'un qui est plus expérimenté que les autres et qui va pouvoir gérer, entre guillemets, les 3 OPR. Pourquoi? Parce que concrètement, vous, entre le stress, la définition de pack, la communication avec les équipes, vous n'allez pas pouvoir regarder, ou alors vous êtes vraiment très très fort, et c'est très cool, mais vous n'allez pas pouvoir regarder si la rotation se fait bien à l'extérieur et si vos 3 OPR sont bien positionnés sur tout le jam. Et c'est OK. Mais juste prenez quelqu'un à l'extérieur qui puisse justement faire ces ajustements pour vous. Ensuite, autre point. C'est encore une préférence personnelle, ça revient à des choses qu'on s'est dit un petit peu avant. Des fois, 6, c'est plus grand que 7. C'est mieux. Je m'explique. 7, c'est vraiment le cadre qu'on vous... Voilà, c'est le cadre de base. Vous avez, voilà, vous avez votre crew complet. Des fois, vaut mieux ne pas recruter quelqu'un. Il n'être que 6, parce que la personne est toxique, parce que la personne va surcoller, va générer du stress auprès des joueuses, parce que, etc., etc. Vaut mieux être que 6 plutôt que 7. Voilà. Et ensuite, dernière un scrimmage, par exemple, s'il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, et bien ça peut être cool qu'une personne qui a l'habitude d'être JR genre tout le temps passe IPR ou passe OPR et vice-versa. Des fois, c'est pas le bon temps du tout. Et au contraire, vaut mieux que les personnes soient dans leur zone de confort et puissent de toute façon donner leur maximum sur ce poste-là pour ce match-là. Voilà. Donc c'est à vous de sentir. Et je me tais. Ça fait 15 minutes que je parle. À toi, HP. C'est un délice quand tu parles, voyons, Lisa. Niveau NSO, on est à peu près dans la même dynamique au niveau du recrutement. Ensuite, en tant que aide, quand vous faites vos crews, en tant que aide, il faut toujours privilégier, c'est ma technique, mais il faut privilégier toujours l'inside. Quand vous êtes en inside, vous avez une vue déjà sur tous vos postes, ainsi qu'une meilleure vision au niveau du jeu.
Quand vous êtes en inside, en tant que head NSO, vous avez du coup, vous pouvez voir tout ce qui se passe sur tous vos postes. Vous avez une vision sur le score, sur les line-up trackers si vous avez des line-up trackers, et sur la box, c'est au niveau des équipes en même temps. Et aussi, vous êtes à côté de votre collègue headref favorite. Pour ma part, ce que je fais, suivant l'enjeu des matchs, je me positionne toujours pour sécuriser les 3 postes qui sont vraiment importants. C'est le scoreboard, PBM et Jam Timer. C'est les postes sur lesquels il faut avoir des personnes sûres ou au moins les personnes avec le plus d'expérience possible sur ces postes. C'est des postes qui ne peuvent absolument pas flancher. Ensuite, ça dépend. Si vous êtes sur un petit scrimmage à la cool, vous pouvez évidemment prendre des gens qui veulent tester ces postes. Ça sera toujours un bon moment pour tester les nouveaux trucs. Ensuite, dès que vous avez sécurisé vos postes, vous pouvez vous permettre de mettre des personnes qui ont moins d'expérience ou qui voudraient tester. Pour vraiment faire un système de trinôme, en fait. Vous pouvez très bien avoir un ou une scoreboard qui est expérimentée et avoir 2 scorekeepers qui commencent ou qui ont certaines bases. Cette personne va pouvoir du coup cadrer et du coup favoriser l'expérience des personnes et leur apprendre beaucoup de choses. C'est pareil pour la box et c'est pareil en inside. C'est pas pareil avec le jam timer, donc c'est un peu plus compliqué. Mais vous, en tant que head, positionnez-vous généralement en tant que wrangler. Comme ça, vous pourrez être avec soit vos PTLT, soit votre PT, par exemple. Et vous pouvez du coup gérer en même temps l'inside et en même temps prodiguer aussi un maximum de conseils pour les gens qui sont avec vous en inside. Ce que j'aime bien aussi, c'est suivant la position du match, si c'est un match en jeu ou non, peu importe, si au niveau des gens que vous avez recrutés, vous voyez qu'il y a quand même des personnes qui aimeraient tester des postes, n'hésitez pas à faire des postes de ghost, surtout si c'est la ligue qui organise, qui propose des gens pour faire NSO. Blindez à balle vos postes de ghost afin que les gens puissent avoir une appréhension des postes qu'ils voudraient essayer ou qu'ils voudraient faire plus tard. Ça, c'est un truc hyper important. Après, j'ai fini. C'est à toi, Lise. Ou peut-être que c'est à moi. Je ne sais pas. Le slide est arrivé. Non, c'est à moi. Alors, t'es sûr? Bah non, je mets toutes. Non, c'est encore à toi. Du coup, la prochaine partie, ça sera du coup avant le match. Donc là, on arrive dans la vraie préparation. Là, ça sera un petit côté vraiment NSO. Ça sera tout ce qui va être paperasse et trucs administratifs. Si toi aussi, tu aimes tapoter des trucs sur ton ordinateur, tu es la bienvenue. Alors, comment ça se passe? Vous prenez du coup contact avec votre équipe qui organise. Et alors là, c'est le truc chiant, c'est tout ce qui va être au niveau de Google Doc. Donc, vous devez voir avec l'équipe si l'équipe qui organise le recrutement, par exemple. Donc, du coup, l'équipe qui organise va utiliser, comme je vous avais dit avant, son réseau ou va privilégier le vôtre. Donc, c'est vous qui devez récupérer toutes les fiches pour le recrutement que vous voyez sur tous les sites d'office pour accéder à un match. Ensuite, dès que vous avez ces informations, vous les traitez. Mais voyez surtout aussi avec l'équipe qui organise comment ça se passe au niveau de l'organisation, le fameux infopack dont je vous ai parlé. Donc, c'est un peu comme du levain, si vous aimez bien faire le pain. Vous avez votre petit levain, il faut le nourrir de temps en temps pour qu'il reste vivant. C'est exactement la même chose. Vous avez votre infopack et vous le nourrissez avec toutes les informations que la ligue qui organise va vous donner. Mais en même temps, vous avez aussi toute la partie matérielle. Donc, vous gérez du coup avec l'équipe. Est-ce que vous avez le bon nombre de clipboards, les chronos, il y a bien le matériel pour le scoreboard, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut, tout est prêt, super, c'est génial. Voir aussi si la ligue qui organise s'occupe des IGRF, par exemple. Donc, les IGRF, c'est un gros dossier de lequel vous allez avoir toutes les fiches NSO et qui vont servir pour les stats après. Donc, vous voyez avec la ligue qui organise, si vous voulez vous en occuper, si c'est la ligue qui organise, qui fait l'impression, qui les remplit et qui apporte qui de quoi. Ensuite, dès que vous avez fait déjà cette partie en tant qu'NSO et que du coup, en tant qu'officiel, vous avez rempli tout votre crew, tout est nickel, maintenant, ça va être au niveau du timing. Vous arrivez à votre deadline de « c'est bon, on a recruté notre crew, on va faire les mails d'envoi ». Donc, vous envoyez déjà vos mails aux gens que vous avez sélectionnés. Donc là, on est sur une base de « je peux, finalement, je ne peux pas, j'ai ping-pong, peut-être, mais je vais voir ». Dès que vous avez sécuriser vos postes avec les gens qui peuvent venir. Vous pouvez du coup envoyer tous vos mails de confirmation et sécuriser votre crew. C'est important parce que
vous avez du coup peut-être déjà validé des gens sur des postes, mais par exemple, chacun peut avoir ses raisons pour ne pas pouvoir venir. Ça arrive, c'est normal. Donc du coup, vous pouvez avoir d'autres choix au niveau des officiels, par exemple, est-ce que cette personne peut venir ou non? Bon, j'essaie. Dès que vous avez votre timing de fait et que vous avez envoyé tous vos mails et que votre crew est terminé, c'est nickel. Vous allez ensuite envoyer du coup à ces personnes un mail de sélection dans lequel vous aurez rappelé du coup toutes les informations par rapport au match, où, quand, comment, quel pas, vous avez fait tel poste, tel poste, tel poste, super, le petit planning des matchs que vous allez faire pour ces personnes. Ensuite, dès que vous avez la confirmation de toutes les personnes qui sont prêtes pour votre crew, chacun sa méthode, suivant le match ou non, vous pouvez créer un groupe Facebook avec tout le monde à l'intérieur, avec toutes les informations que les personnes ont besoin, par exemple pour le logement, par exemple pour le manger, est-ce qu'on se retrouve tous après ou non. S'il y a des questions, peu importe lesquelles, tout le monde se retrouve sur ce groupe et ensuite vous pouvez partager à peu près tout ce que vous voulez. Ça va du même rigolo à la chanson rigolote aussi. Hop, et c'est fini pour moi. Très bien, j'enchaîne. Alors, on arrive à la 4e partie qui est le jour J. Donc, le jour J, c'est le stress. On vous a envoyé, enfin, dans la petite liste que Thibaut vous a envoyé une liste avec des liens, avec notamment une feuille mémo qui était à la base ma feuille récap que KHP a complété et qui est notre façon, enfin, nos mémos de jour J, pour être sûr de rien oublier. Donc, vous allez voir, c'est très long parce que je suis complètement psychorigide sur plein de choses. Ce n'est pas grave. Si vous avez déjà travaillé avec d'autres personnes, il y a des personnes qui ne travaillent pas du tout avec tout ça comme info et c'est OK. Typiquement, on va ensuite parler du Captain Meeting. C'est pareil. Moi, j'ai tendance à faire des très longs Captain Meetings et si vous en avez déjà fait avec Lucas, concrètement, c'est genre 3 secondes et demie, quoi. Genre, vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez des questions, très bien, bon match. Et c'est OK, en fait. Donc, pas de stress. Moi, il se trouve que, voilà. Le seul truc sur lequel on voulait revenir, c'est que on vous a listé tout un tas de trucs dessus, et notamment des choses comme les petits rendez-vous qu'on a tendance à oublier avec les photographes et les caméras. Ça, pour les consignes de sécurité, c'est vachement important. Si c'est des personnes expérimentées, vous n'êtes pas obligé de leur refaire le coup de quand il y a quelqu'un au sol, s'il vous plaît, ne prenez pas de photos, etc. S'il y a quelqu'un qui s'est fait mal. Il y a également le rendez-vous avec les speakers, donc ça aussi un autre point. Concrètement, les speakers sont pas du tout, dépendent pas de l'arbitrage. Hein. C'est juste que s'ils ont un impact sur le jeu, typiquement, je sais pas, annoncer des star pass avant qu'ils soient visibles ou des choses comme ça, a un impact sur le jeu et vous êtes garant de ce cadre-là. Du coup, il faut être sûr que ça soit OK. En tout cas, il faut pouvoir le remonter rapidement à leur gars pour que ça puisse être géré ce genre de problème. Et les medics super importants et souvent peu faits et ça peut vraiment juste aller dire OK, bonjour, je m'appelle Elise, je vais être, je sais pas si vous avez déjà vu un match de roller derby, donc je vais être arbitre au centre, plutôt à l'avant et voilà, et sachez que si jamais, je me permets de mettre 2 minutes dessus parce que c'est important, il y a des medics qui débarquent pour dépanner et qui n'ont jamais vu un match de roller derby. Et quand un ou une coach dit non, mais c'est bon, la personne peut se lever ou que la joueuse a envie de repartir parce qu'elle est encore toute pump-up du match, et bien juste dire, en fait, c'est ton avis en tant que medics que moi je vais soutenir. Ça, c'est important en fait. Voilà. Et également de dire, voilà, si la personne peut se décaler du track, ça nous permet de reprendre le jeu, mais si c'est pas possible, bien évidemment, la personne ne bouge pas, etc. Dernier point, encore une fois, on est intelligent dans sa façon de voir les choses. Si c'est un scrimmage du mercredi soir, on ne fait pas tous ces trucs-là. On n'est pas obligé de pointer, de checker tous ces trucs-là. Une étape de championnat, par contre, on va avoir tendance à tous les checker. Vous voyez, c'est à géométrie variable. Voilà, et vous avez le lien. C'est tout pour moi. Ah, c'est chiant. Ok, je vous l'envoie.
fais le lien HP. Je vais chercher une solution. HP. Hop. Alors, ensuite, le prochain point, ça sera du coup sur le Captain Meeting. Alors, comment ça fonctionne? En tant que aide, du coup, vous arrivez sur le Captain Meeting, vous rencontrez évidemment les capitaines et alternates des équipes qui vont se rencontrer. Le Captain Meeting est très important car vous allez du coup créer de la confiance entre les équipes et le crew d'arbitrage. Donc, vous allez parler de ce dont les deux équipes ont à cœur et s'assurer aussi, alors je sais que c'est très important pour Lise, que les capitaines se sentiront libres de faire des retours directement au aide et pas simplement passer par l'alternate. Ensuite, vous mettez en place, c'est en gros comment ça va se passer au niveau du match. Donc, après, chacun son style au niveau du Captain Meeting. Vous avez, chacun peut avoir son propre style. Pour nous, c'est important de déjà mettre en place comment s'occuper des retours, par exemple. Est-ce que les équipes peuvent, les joueuses ou les joueurs peuvent aller directement voir le head pour discuter de ce qui a passé par le match? Est-ce que aller voir directement une ref ou un NSO ou une NSO? Comment ça se passe? Donc, en gros, vous mettez à plat tout ce qui va se passer au niveau du match pour que, en gros, tout se passe bien. Est-ce qu'il y a des soucis? Comment on fait pour remonter directement les choses qui se passent? Est-ce qu'il faut passer directement par telle personne, telle personne, telle personne, telle personne? C'est aussi un moment où vous allez créer une safe space. Par exemple, vous pouvez mettre directement les personnes avec par exemple, excusez-moi, mettre en place les pronoms neutres ou non, les personnes avec des problèmes médicaux. Est-ce que vous avez, par exemple, des problèmes avec des personnes dans votre équipe qui vont potentiellement apporter d'autres problèmes? Comment les gérer en amont? Donc, en gros, ce moment en amont vous permet d'appréhender avec les équipes directement tout ce qui va se passer ou pas pendant un match. Donc, du coup, vous arrivez dans un endroit où vous allez pouvoir tout préparer, en fait. Voilà. C'est à moi, c'est ça? Exactement. Oui, alors du coup, je mets juste le lien. Maintenant, il doit fonctionner. Évidemment, il ne fonctionne pas. Ok, Thibaut, je te l'envoie sur Facebook. Je suis désolée, je suis pourrie. On va pas faire ça. Mais non. Voilà, c'est le moment où tu mets une blague juste pour couvrir 2 secondes, s'il te plaît, HP. J'ai pas de blague. Hein. Je dis qu'on en préparait 2, 3. Ok. Ah, mais C'est bon, je t'envoie le les confinement, ça m'a ruiné toutes mes blagues. Je suis désolé. Pas de problème. J'enchaîne. Donc, on a vu le Captain Meeting. Maintenant, il y a l'Official Meeting. Donc, on a tous fait pas mal d'Official Meeting. Donc, chacun a vu ce qu'on se disait la plupart du temps et qu'il y avait plein de styles différents et que c'était OK. Ce qu'on voulait redire ici, c'était qu'est-ce qui se joue concrètement au-delà du blabla et de ce qu'on va dire au moment des Official Meetings. D'abord, encore une fois, comme le Captain Meeting, ça va être le safe space. Ça va être les pronoms, ça va être ce genre d'éléments qui fait que tout le monde va être à l'aise. Ça va être également s'assurer que tout le monde va bien, notamment sur les... Quand on sait que ça va être 2 jours compliqués, où il fait très chaud, très froid, ce genre de choses, rappeler que bah, voilà, on est tous là pour discuter, pour trouver des solutions si jamais ça ne va pas. Ensuite, au niveau de l'arbitrage, notamment sur patin, mais pas que, c'est se mettre d'accord sur un certain nombre de standards d'arbitrage du crew pour que ça soit cohérent. Et typiquement, ça va être les distances d'insubordination une fois qu'on a donné une pénalité à une joueuse pour qu'elle puisse sortir du track avant de mettre une pénalité. Ça, vaut mieux que ça soit cohérent avec tous les arbitres pour éviter de la frustration et juste avoir quelque chose de cohérent. Ça peut être également parler des nouvelles situations qui viennent d'être clarifiées par le casebook et puis, de façon générale, rassurer et faire des points règles sur ce qui pourrait insécuriser des personnes du coup. Autre élément que j'ai vu faire, et c'est Gemma qui fait pas mal ça, et c'est plutôt chouette, c'est proposer aux personnes qu'elles se mettent des objectifs personnels. Donc, sur votre match, vous, est-ce que vous avez un objectif? Et ça permet également d'en parler pendant la mi-temps. Donc, ça, c'est plutôt cool.
Donc ça, je l'ai remonté ici. Mais bon, de façon générale, il y a plein de possibilités. Style, pareil, je vous conseille la méthode du copier-coller. C'est-à-dire, vous voyez un truc que vous kiffez et vous le reprenez dans votre façon de faire. Et une fois que vous avez fait tous ces rendez-vous-là, à la fin, entre ces rendez-vous et le match, gardez-vous au moins 2 vraies minutes pour juste vous recentrer, boire, respirer, écouter de musique, tout ce qui vous apporte un peu d'énergie. En fait, vous avez diffusé votre énergie en parlant avec plein de gens. Et là, il s'agit juste de recentrer un petit peu parce que vous allez faire un truc technique dans 2 secondes, c'est-à-dire définir un pack notamment. Donc, c'est important de se prendre un petit temps. Et voilà, pendant le match. Nous passons à la partie 5, pendant le match. Attends. À moins qu'il y ait des questions. Je n'ai pas regardé. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Nous répondrons de suite. Promis, on regarde. Toc. Du coup, pendant le match. Alors, on est là pour prendre du bon temps. C'est la grosse base. On va garder ça. On va garder ça. N'hésitez pas, du coup, à rester dans votre poste, mais surtout à kiffer. Vous êtes là pour ça. C'est la base qu'on fait du derby. C'est tout. Mais restez quand même attentif à vos postes. En tant que head, je parle en tant que NSO, mais ça va être pareil pour Lise aussi. Jetez un petit coup d'œil sur vos différents postes que vous voyez. Si tous les pôles fonctionnent bien, si vous voyez que tout roule, faites des petits pouces, envoyez des cœurs. Mais soyez attentifs et attentives aux gens qui vous entourent afin de voir si tout se passe bien. Ensuite, si vous voyez que des gens sont tracassés, qu'il y a des soucis ou vous sentez les gens pas à l'aise, n'hésitez pas à les voir pendant un interjam, surtout pendant un interjam, pour les voir si tout se passe bien. Et si vous sentez que les gens sont tracassés par rapport à quoi que ce soit sur leur poste, il n'y a pas de question bête. Prenez un official timeout, réglez le problème ensemble, et ensuite, normalement, tout va bien. Et ensuite, vous pouvez du coup continuer votre match, tout simplement. Mais prenez le temps pour vous de rester dans votre truc, prendre du bon temps, mais aussi de voir si tous vos pôles, se portent bien, tout simplement. Et du coup, vous avez beaucoup plus kiffé votre match. Lise, pour les official reviews. Ouais, alors en fait, en t'écoutant et en te regardant faire, je me dis qu'on a oublié de se dire quelque chose. Et en fait, que tu fais vachement mieux, en fait, c'est pour ça que j'y pense. L'arbitrage, de façon générale, c'est du théâtre et c'est surjouer le calme pour que les autres puissent être calmes. Donc, les autres, ça peut être les joueuses qui jouent le match, ça peut être également les personnes de votre crew. Et du coup, juste si même vous êtes stressé, vous dire que vous surjouez, pas pour faire semblant que ça va alors que vous êtes stressé, mais juste pour vous dire que c'est votre responsabilité vis-à-vis des autres, pour que les autres puissent bien faire leur boulot et leur donner le bon cadre, c'est hyper important. Et HP le fait vachement bien en allant voir tout le monde avec un sourire en disant « Ok, c'est pas grave, il y a un truc. » Enfin bref. Gardez en tête ces bonnes expériences-là et essayez de les dupliquer en vous disant que voilà, c'est du théâtre, vous allez être stressé, mais faut le gérer autant que faire se peut. Voilà. Ensuite, un petit point sur les OR. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est les OR à rallonge. Pourquoi on ne veut pas ça? Parce que les joueuses se refroidissent et que ça nous prend du temps improductif du match. Autre chose qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'il y ait des personnes qui, inconsciemment ou consciemment, carjack votre OR, c'est-à-dire des arbitres qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont vu, mais qui vont prendre un temps démesuré pour dire qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont vu. Ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. Donc, ma méthode, que je vais vous livre en avant-première, absolument pas une avant-première, mais qui est une méthode complètement dupliquée de celle de Gemma et qui fonctionne vachement bien, qui est de dire au début, vous demandez à vos 7 arbitres de venir, enfin, vous êtes 7, vous demandez de lever la main, qui a vu ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être 1, 2, 3 personnes qui vont lever la main. La première personne, et vous gardez en tête qui a levé la main. La première personne part, explique ce qu'elle a vu, dit voilà, je suis sûre, je suis pas sûre, etc. Voilà ce que j'ai vu. Ensuite, vous dites est-ce que quelqu'un a vu quelque chose de contraire ou de complémentaire?
Comme ça, si 2 autres personnes ont vu exactement la même chose, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 parce que vous êtes sur le même degré d'information. Par contre, s'il y a des éléments complémentaires, etc., dans ce cas-là, vous pouvez agréger les informations et en faire une décision. Il arrive ce cas très très souvent, et vous le savez si vous arbitrez, que en fait on n'a pas vu, enfin, on n'est pas sûr à 100%, et du coup il faut le dire. Et du coup vous pouvez pas dire enfin vous pouvez le dire, hein, mais bon c'est pas l'idéal de dire on n'a pas vu, enfin on n'a pas vu ou on n'est pas sûr. Du coup, la phrase très bateau, mais qui fonctionne très bien et que je vous donne, c'est nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir mettre une pénalité. Voilà. Autre élément super important, c'est là en fait, on en avait un peu parlé, c'est la communication. On voulait faire un coucou à Samy et Guillaume de la formation de la semaine dernière qui ont probablement parlé de ça. Qui est justement comment on communique avec les équipes pendant le match. Donc l'idée, c'est encore une fois d'être super calme. Ça veut dire être super calme, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds ou accepter un quelconque harcèlement de la part des arbitres, des coachs notamment. Ça peut être des joueurs et des joueuses, hein, mais la plupart du temps, c'est des coachs. Donc des personnes qui vont être là à chaque interjam, par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire quand je suppute que les coachs vont être relous, c'est de leur indiquer en captain meeting que je prends les retours, que je veux bien qu'ils passent par moi et pas par les autres personnes, mais qu'ils viennent d'abord me voir moi. Mais que, moi, les temps d'interjam, c'est pas de la pause pour moi, c'est que je suis en train de débriefer des choses, je me reset pour le match d'après. Donc, toute l'énergie mentale qu'ils me prennent à ce moment-là, c'est l'énergie mentale que j'aurais plus pour le match. Il faut juste qu'ils le sachent. Plus ils viennent me solliciter, moi, j'aurai de l'énergie juste sur le jam qui arrive pour faire une bonne définition de pack ou pour regarder d'autres choses, etc. Juste parce qu'on est humain et qu'on a une quantité illimitée d'énergie mentale. Donc, une fois que ça s'est dit, quand la personne vient me voir encore et encore et encore, juste, soit ça me saoule et c'est vraiment genre, est-ce que tu prends un official review? Non, alors s'il te plaît, retourne à ta place pour le recadrer. Soit dire, écoute, là, on est dans la phase où plus tu viens de parler, moins c'est efficace, je préfère te le dire. Voilà. C'est la communication et encore une fois, c'est pas se laisser marcher sur les pieds et pas voir son arbitrage baisser en qualité. En fait, il faut faire aussi la distinction entre quand quelqu'un vient avec quelque chose qui est complètement légitime et quand quelqu'un vient juste passer sa frustration sur vous, sur quelque chose qui s'est passé et que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire dessus. La personne ne demande pas d'official review, mais dit il y a un forum qui n'a pas été vu truc 1. Donc en fait, la personne ne t'aide absolument pas. Par contre, quelqu'un qui dit j'ai l'impression que ton OPR back est vraiment régulièrement à l'arrière, est trop à l'arrière pour voir des fautes, là, dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir en termes d'organisation. Donc voilà, savoir faire les choses, mais quand on est sur juste de la gestion de frustration d'un ou d'une coach et que c'est chiant et que ça vous bouffe de l'énergie, et bien savoir recadrer et passer à autre chose. Voilà. Alors, on a une petite question de Rolling Phoenix. Alors, quand je suis HR, j'interroge en premier lieu les personnes les moins expérimentées du crew pour que leur avis ne soit pas influencé par les personnes les plus expérimentées du crew, qui peuvent avoir mal vu, etc. Et pour que les personnes moins expérimentées osent prendre la parole. Qu'en pensez-vous ? Ouais, du moment que toutes les personnes qui ont vu l'action peuvent parler, après tu peux effectivement commencer, si 3 personnes ont vu l'action, par quelqu'un qui n'a pas vu l'action. Après, ce qui est sûr, c'est que vu que tu vas interroger les 3 personnes, enfin dans le sens où tu vas demander si est-ce que tu as vu quelque chose de complémentaire, c'est sûr que les personnes peuvent parler ou pas. Après, ce que je demande globalement, des arbitres qui sont dans mon crew, je leur demande d'être synthétiques quand ils prennent la parole et de ne pas s'étendre. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose, effectivement, quand les arbitres ont plus d'expérience et en plus s'étendent et donnent l'impression qu'ils ont tout vu, c'est autre chose que Lucas, typiquement, qui est le super bon exemple, qui va dire pour moi, de ma position, là où j'étais, l'initiatrice sort, du coup, si la personne revient, ça nous passe nos pénaltys. Lucas va dire tout ça en très peu de mots et en disant c'est de la position d'où je suis, il va très bien le dire et du coup personne va se sentir si quelqu'un dit moi j'étais à l'arrière et j'ai l'impression qu'elle était plus derrière, les gens se sentent plus à l'aise. Donc il y a une façon également quand on est plus expérimenté de présenter ce qu'on a vu en fait, sa vision qui est que parcellaire par définition. C'était tout comme question ?
C'est tout ce qu'on a comme question pour le moment. Petit point purement NSO. D'ailleurs, si vous êtes head NSO déjà, si un OR se présente, bien sûr, allez à l'OR, bien évidemment. C'est votre place en tant que head NSO. Mais gardez ce petit temps d'OR, qui peut durer un certain temps, pour coordonner votre inside, pour aller, par exemple, checker les fautes. Vous, donnez le check de faute de l'APB avec l'inside pour que tout le monde soit raccord. C'est pareil, si vous avez des PTLT, c'est encore plus simple. Si vous avez en LT, tout le monde se rejoint, par exemple, en inside ou en box. C'est plus pratique en box. Et puis, généralement, il y a des bonbons en box. Pour que tout le monde puisse faire son petit check de faute et que ça permette à tout le monde un peu de se reposer un petit peu. Ça fait un petit temps mort aussi au crew pendant ce petit temps mort. Mais en tant que DNSO, n'hésitez pas à aller à l'official review. Voilà. J'ai fini mon petit point. Et on arrive ainsi à la dernière partie qui est le Happy Ever After, l'après-match. Et donc, dans cette partie, on a déjà un peu évoqué, c'est aller prendre des retours. Pourquoi c'est important de prendre des retours? De façon générale, pour vous améliorer, donc ça c'est clair. Également pour vous dire que vous n'avez pas tout foiré, parce que généralement les gens sont plutôt contents et vous le disent. Et également pour combattre ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que si on vous dit que là, effectivement, faut que tu t'améliores sur ça, ça et ça, et tu prends en compte et tu t'améliores sur ça, ça et ça, et puis la fois d'après, tu es plus légitime en fait. Et puis tout le monde progresse et c'est bien normal. Du coup, de qui on prend des retours? Ça peut être d'autres arbitres du crew. Ça ne veut pas dire tous les arbitres du crew. Ça veut dire certains autres arbitres du crew qui vous semblent pertinents. Ça peut être la ligue qui héberge, de façon générale, les personnes qui ne jouaient pas mais qui étaient dans le public. Et ça peut être, et surtout, c'est de la part des équipes. Et j'insiste, même quand ça fait peur, même quand on s'est chié, même quand on n'a pas bien assuré, et ça arrive à tout le monde, sur un des matchs, se laisser dépasser par des trucs. C'est vraiment prendre des retours et ensuite travailler sur soi pour combattre le syndrome de l'imposteur. Comment on prend des retours? Je vous présente ma méthode, c'est à vous de voir. Donc, comme je vous le disais, moi, je pars du principe que je prends toujours des retours quand c'est soit un match qui a été compliqué, soit des équipes que je ne connais pas beaucoup ou pas du tout. Ou de façon générale, quand je les connais, si je peux leur demander, mais en tout cas, si c'est une équipe que j'ai jamais arbitrée et ou un match qui s'est mal passé, je vais demander des retours. Par contre, je ne me demande pas toujours de la même façon. Ça peut être soit à chaud à la fin du match, quand on va serrer la main, dire n'hésitez pas si vous avez des retours, je suis super preneuse. Avec une tête qui dit pas genre vas-y, teste-moi, mais qui dit genre vraiment j'aimerais bien avoir des retours. Et du coup, je précise, soit tu en as maintenant, soit évidemment fais ton truc, etc. Et s'il y en a qui t'arrivent par la suite, n'hésite pas à me recontacter par message, par mail. Si le match a été tendu, je dis, je pense que ce match a été tendu et je pense que je vais vous envoyer un message dans les prochains jours pour juste pour prendre vos retours, s'il y a des choses qui reviennent, pour moi pouvoir m'améliorer par la suite. Je suis preneuse. Des fois, je ne le dis pas parce que le match est vraiment très, très tendu et à la fin, j'ai qu'une envie, c'est partir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, je vais revenir soit avec un mail, soit avec un MP sur Facebook pour aller demander des retours. Et alors, ce sur quoi je veux insister, c'est que de mon expérience, même quand le match s'est mal passé, même quand il y a eu de l'agressivité de la part des équipes le jour J parce qu'il y avait de la tension et qui part du principe que vous avez mal géré une situation, etc., et bien dans l'énorme majorité des cas, quand vous les recontactez à froid et que vous leur demandez d'émettre un avis, ça va être bienveillant. Et quand je vous dis je pense que c'est genre à 95% des fois, en fait. Et ça, c'est pas toujours... grosso modo, c'est de bonne foi. Et ce qui vous montre, c'est pas tant... On a été méga frustrés, mais peut-être que ça, on aurait pu le faire différemment. Ou peut-être que ça, à ce moment-là, tu aurais pu prendre 1 minute de plus avec nous pour nous expliquer la situation, plutôt que repartir dans le match. Mais des choses que vous pouvez prendre en compte dans votre façon d'arbitrer et c'est jamais... tu n'es qu'une merde, arrête l'arbitrage, s'il te plaît. Voilà. On a une question de Grace Killit qui nous demande quand on peut prendre les retours des équipes. C'est un peu compliqué en fin de match. Et à qui demander? Au bench ou à la capitaine?
Bench, alors fin de match, c'est hyper compliqué parce qu'en plus, les joueuses sont en mode faux folle, elles veulent faire la photo, elles veulent se faire des câlins, etc. Mais elles viennent aussi te serrer la main. Donc, c'est le bon moment pour dire, voilà, si tu as des retours, n'hésite pas. Je demande au bench parce que c'est la personne qui a vu tout le match, parce que si tu as joué et que tu es capitaine, tu as vu un jump sur 2, un jump sur 3 et tu n'as pas vu tout le match. Donc, bench, c'est très cohérent. Capitaine, clairement, c'est vraiment cool aussi. Et capitaine, c'est aussi très, très cool pour pouvoir parler des temps où vous avez communiqué avec les deux équipes. Typiquement, c'est un match qui est tendu. Les révélateurs, ça va être les official reviews ou les temps morts d'hiver où vous avez appelé les deux équipes pour discuter. Du coup, la capitaine est vraiment vraiment pleinement légitime à faire le retour. Donc, généralement, à la fin, je dis, je vais revenir vers vous bientôt avec un mail pour vous demander, et je leur demande pas là tout de suite avec leur l'adrénaline au max de me faire un retour sur moi, mon arbitrage. Enfin, voilà. Mais je le fais automatiquement et même quand ça s'est mal passé. Et je pense qu'en fait, ça aussi, de façon très... c'est cool pour moi, mon syndrome de l'imposteur, etc. Mais je pense qu'en plus, ça nous légitime vachement auprès des équipes. Voilà. Je pense que Grace Killick est contente. Niveau NSO, c'est exactement la même chose que pour nos collègues ref. N'hésitez pas à voir les capitaines, les benches, l'équipe qui accueille l'événement pour recevoir un maximum de retours et apprendre du coup de tout ce que vous pouvez amasser comme information. Ensuite, je vais parler d'un petit côté un peu chiant. C'est du coup pareil sur les trucs administratifs. Dès que le match est terminé, en tant que DNSO, vous devez récupérer du coup toutes vos fiches, récupérer tout ce que vous avez, du coup, tout ce qui est matériel ou peu importe, tout récupérer, faire le check de toutes vos fiches NSO, vérifier si à peu près tout est bien. Si vous avez une team stat, c'est vraiment le must du must, car du coup, la team stat pourra du coup gérer toutes les informations des IGRF et les retransmettre directement aux équipes. Si vous êtes sur un format WEFTA ou des championnats FFRS, surtout ne pas oublier de faire signer vos fiches, c'est très important. On ne le redira jamais assez. Ensuite, vous pouvez prendre directement aussi les retours directement de votre crew pour savoir si tout s'est bien passé, est-ce que tout le monde est content, contente, est-ce qu'on va boire un petit jus de clémentine avec plaisir. J'ai fini. Et je pense que c'est tout pour notre formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite juste pour vous dire, et vous avez dû le voir sur le post de la commission, qu'on cherche des intervenantes sur plein de sujets, et ça, des personnes qui soient capables d'en parler à partir de 20 minutes sur des sujets qui vous tiennent à cœur, qui sont liés bien évidemment au roller derby. Mais voilà, typiquement, là, ce qu'on essaie de faire, sans trop en dévoiler, je pense que Précis m'en voudra pas trop, et Clémence non plus, mais ça va être typiquement lire des docs de stats quand on est une équipe, donc comment faire quelque chose d'opérationnel. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire sur les prochaines semaines. Donc, ça peut être des trucs très pratico-pratiques et pas forcément liés à l'arbitrage. N'hésitez pas à vous proposer s'il y a des thèmes, et puis à dénoncer vos potes pour qu'ils interviennent sur des thèmes qui vous paraissent intéressants quand ils ou elles sont calés, mais qu'ils n'osent pas. Voilà. Est-ce qu'il y a... Il y a des questions, Lise. Exactement. On a une question de Anjidi. Et dans le cas où les équipes en profitent pour faire un retour sur d'autres officiels en tant que aide, tu les redescendras aussi, point d'interrogation. Alors, ça dépend clairement de la nature. En tant que aide, on peut vous demander de faire des retours. Bon, déjà, en tant que la première fois en aide, vous pouvez complètement dire je suis désolée, j'étais dans ma définition de bac, j'ai pas pu bien regarder ce que tu as fait, etc. Donc ça, c'est OK. Si maintenant vous avez des retours des équipes, franchement, ça dépend. Il y en a qui peuvent être hyper injustes, en fait. Je sais pas, sur des... qui peuvent vous paraître hyper durs parce qu'il y a un passif avec cet arbitre et vous le connaissez pas, etc. Et des fois, c'est justement très juste. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas eu de retour sur, si vous n'avez pas donné à l'arbitre la possibilité de s'améliorer sur le match, c'est un peu rude d'arriver à la fin en disant, bon, en fait, a priori, l'équipe dit que ça l'a pas fait, quoi. Après, ce qui peut arriver, c'est qu'une équipe vienne vous voir à la fin en disant, pour nous, on a eu
on l'a su que maintenant, mais tel arbitre a un comportement problématique sur le match. Si c'est de l'ordre du comportement, forcément, je peux en parler avec quelqu'un autour de moi pour savoir comment en discuter avec la personne, mais je vais en parler auprès de la personne, partant du principe qu'on est le garant d'un safe space. Et si un arbitre a mis une personne mal à l'aise dans les équipes, pour moi, c'est la priorité. Mais vu que vous commencez à me connaître, vous savez que c'est ma priorité de façon générale. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne méthode tout le temps, dans tous les cas. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Sego. Ah, et c'était pas Sego en plus, excuse-moi. Non, c'était une autre question. Ouais. Si tu veux, en attendant, Angie dit oui, merci. On a une autre question de Grace, si tu veux. Pour les retours individuels, quand les faire et comment les faire au mieux? Quand justement il y a un souci de niveau et ou comportement pendant le match? Oula. Alors concrètement, de façon générale, il faut regarder ce qui est changeable immédiatement et ce qui ne l'est pas immédiatement. Mais peut-être il y a des questions également côté NSO parce que je réponds que côté ref, mais après je te laisse. Non mais t'inquiète, je répondrai après. Typiquement, s'il y a un problème de positionnement du genre ton OPR back est trop à l'arrière. Du coup, ça, c'est un truc qui peut être techniquement très rapidement modifiable. Du coup, tu peux le dire. Donc, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'il faudrait que tu sois un tout petit peu plus vraiment au niveau où une jammer ref qui est un peu décalée par rapport à la jammeuse, dire OK, objectif deuxième mi-temps, tu vas travailler sur ça, tu vas essayer d'être plus à côté, en parallèle de ta jammeuse. Si c'est un truc qui est de une capacité qui n'est pas encore acquise et qui ne sera pas acquise dans l'instant, je peux faire des retours typiquement un patinage qui n'est pas adapté dans le sens où typiquement quand tu es jammer ref, tu as le freinage où genre juste tu te retournes et tu freines progressivement qui est hyper pratique tout le temps. Regardez comme je fais bien les patins. Et des fois il y en a qui genre juste ils ont pas réfléchi à ce que c'était vraiment le bon mouvement pour freiner, ils essaient de faire des chasse-neige, etc. Ça typiquement je vais pas leur dire tout de suite, mais à la fin du match je vais dire écoute, tips pour la prochaine fois, essaie de travailler sur ça de façon progressive. Donc ça je dirais pas pendant. Et de façon générale quand c'est un truc qui est alors, soit il s'est passé quelque chose de grave et que je l'ai vu, un mauvais comportement, et dans ce cas-là, je regarde tout de suite en faisant les gros yeux. Sinon, de façon générale, les critiques, j'ai fait toujours à froid. Moi, c'est ma façon de fonctionner. À chaud, je ne sers pas à grand-chose. Quand je suis trop énervée, du coup, je choisis les bons mots à froid. Donc, je fais des retours à froid, parfois par message. Mais ça m'arrive peu quand même. Hein. C'est pas que ça, être bref. Hein. Généralement, si vous avez bien épuré, il est horrible ce mot, je suis désolée, c'est le seul qui arrive. En amont, quand vous avez fait votre crew, normalement, c'est bueno, quoi. Pour ma part, en tant qu'NSO, alors après, c'est un peu plus compliqué parce que vu que nous, par exemple, on est beaucoup plus statique, je parle en tant que d'NSO, si vous êtes généralement en inside et que vous avez du coup un œil sur tous vos pôles, vous pouvez généralement avoir le petit coup d'œil. Généralement, si vous avez un œil sur le score, sur le box ou sur les line-up trackers, vous pouvez, suivant votre degré d'expérience, voir ce qui va ou ce qui va pas ou les choses à améliorer. Vous avez aussi des retours des équipes. Ce que je fais généralement, c'est que je garde un coup d'œil sur tous mes postes et sur tous mes pôles, pour voir si tout va bien. Ensuite, je parle dans un cadre où c'est pas forcément les équipes dire les choses qui ne vont pas, mais je prendrai toujours le temps pour un interjam ou pendant un official timeout d'aller voir les personnes pour du coup c'est super, il y a moyen d'améliorer. Ensuite, si vous êtes sur un cas où les équipes viennent se plaindre sur des comportements autant au niveau du taf d'arbitrage, autant qu'au niveau du comportement, ça mérite pour moi déjà vous en parler pendant l'interjam. C'est court, mais généralement, vous pouvez largement le faire. Si vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps, prenez un time-out pour parler avec la personne. Ça, c'est dans les cas vraiment extrêmes. Sinon, vous voyez avec la personne directement pendant l'interjam et ça se passera très très bien. Ensuite, j'ai eu déjà le cas où ce sont par exemple les équipes qui font des retours vraiment après, par exemple plusieurs jours après le match, qui envoient par exemple des mails en disant on a eu tel ou tel ou tel ou tel problème avec des officiers. C'est un petit peu plus compliqué, c'est une situation différente où vous devez du coup à la personne en disant bon, il y a ça qui s'est pas très bien passé.
Je suis pas très fan, je suis plus dans la communication vraiment comme à froid. Après, le match est terminé, on a bu notre petit jus d'orange, on peut parler des choses qui se sont bien passées ou non. Ça reste quand même un petit peu plus délicat après, vraiment trop après, avec plusieurs jours de décalage, voire limite, j'ai déjà eu un cas une fois, par exemple, des semaines plus tard, et du coup, les personnes sont plus vraiment dans la situation où ils peuvent se remettre en question et s'améliorer, en fait. Donc, ça dépend ça dépend un peu du timing, en fait. On a une autre question, Lise. Ouais. Alors, du coup, j'ai vu, j'ai Alors, répondu. Il y avait un truc genre concernant les JR, le dire à la deuxième mi-temps ne va pas entraîner un problème d'équité. Si c'est juste comment dire, de l'adaptation, enfin, en gros, je vois pas ce que tu pourrais dire qui changerait radicalement. Enfin, en gros, tu améliores l'efficacité, tu lui dis pas de surcoller quelque chose, tu vois. Pour moi, il n'y a rien qui soit, enfin, en tout cas, il n'y a rien qui m'arrive en tête qui soit aussi important que ça crée vraiment un problème d'équité. Pour moi, c'est juste que l'arbitre va être plus efficace, enfin, plus performant. Et ensuite, il y a comment faire lorsqu'on doit faire face à face à une équipe au comportement un peu hostile envers les officiels et qui risquerait de faire preuve de mauvaise foi. Eh ben, on prend quand même leur retour. Et ensuite, on fait preuve de discernement pour savoir ce qui est entendable de ce qui n'est pas entendable. Et c'est OK. En fait, tu peux dire OK, merci pour ton retour, j'en prends note. Ça ne veut pas dire que tu penses que tout est légitime et que tout est juste et vrai, en fait. Mais juste, au moins, tu les auras écoutés. Et généralement, leur hostilité baisse quand ils sont écoutés. Enfin, tu fais pas ça pour ça, mais le fait est que d'expérience, en plus, l'hostilité baisse une fois que tu as pris leur retour. Tu as montré que tu prenais au sérieux vraiment leur retour. alors, on a aussi une question de Quick Carrot, je sais pas si tu l'as vu. Des rêves qui ont demandé au coach des deux équipes de ne communiquer qu'avec lui, elle, ce qui a grandement facilité ma tâche. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que j'ai eu la chance lors de mes matchs? Ah ben, ça dépend complètement. En fait, moi, ça va dépendre de mes crews et de comment je pense que les coachs peuvent interagir. Concrètement, si c'est des coachs chiants et que je sais qu'en face, ça risque de faire perdre déséquilibrer un peu les personnes que j'ai dans mon crew, je préfère que ça passe par moi pour jouer le rôle de tampon. Quand je sais que, en gros, les personnes seront OK des deux côtés, et ben du coup, je dis allez-y au contraire. Et d'ailleurs, moi, ma préférence personnelle quand je suis jammer ref, c'est que les coachs puissent venir s'entretenir avec moi, même quand ils sont vénères, etc. Parce que, enfin, moi, je préfère. Du coup, je garde aussi ça en tête qu'en fait, des fois, peut-être les gens préfèrent avoir ce genre d'interaction. Donc, je sais pas, faut faire un espèce de mix. Ça dépend vraiment de la situation, du stress, etc. Typiquement, quelqu'un où ça va être la première ou la deuxième fois qu'il ou elle est JR, et ben, demander, juste avoir des gens qui vont te demander, genre, t'es sûr il y avait pas un troisième point? Ben, ça risque de vraiment, ça les bloquer en disant, putain, mais peut-être que j'avais pas vu, peut-être qu'il y avait vraiment un troisième point. Ou, alors qu'en fait, des fois, c'est juste, non, moi j'ai vu que 2 points, et ça dépend aussi de la personnalité des gens, donc c'est un peu du sur-mesure, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gens? C'est le moment. Ah bah oui. Les coachs qui viennent embêter les JR à chaque interjam, c'est très chiant. Ouais. Je me suis même retrouvée pour la petite histoire, j'étais pas head ref sur ce match-là, mais à écrire un long mail après un match qui s'est très mal passé. Pas pour moi, parce que j'étais, je pense, la plus expérimentée, mais pour les autres arbitres, et j'avais trouvé ça vraiment insupportable. Et du coup, j'avais envoyé un message à la Ligue en disant que je ne viendrais plus les arbitrer parce qu'il y avait une stratégie de harcèlement qui avait été mise en place envers tous les arbitres du coup, et que pour moi, c'était ma limite en tant que bénévole, en fait. Et parce qu'en fait, voilà, on est là pour avoir un cadre bienveillant pour les joueuses, pour que personne n'en sorte dégoûté. C'est pareil pour l'arbitrage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sérieux ou qu'on ne peut pas prendre des retours, mais bon, enfin voilà, je pense que tout le monde est assez intelligent pour savoir qu'il y a une façon de faire. Et il y a des choses où voilà, ça peut juste nous couper l'envie et même notre concentration et nous rendre encore moins performants.
Et puis c'est pas juste en fait, parce qu'on est bénévole et de bonne volonté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben voilà. Cool. Eh ben, je pense qu'on va... Ben voilà. Eh ben, merci tout le monde. N'oubliez pas de dénoncer vos potes pour qu'ils viennent faire des formations comme nous. Si vous avez des questions, vous avez nos liens vers Facebook. Tu peux nous en dire plus sur le Thermomix. On dit lundi, on déconfine. Mardi, tu peux venir chez moi. Vous avez donc nos liens sur Facebook. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis voilà. Tout simplement. Ah oui, et du coup, le thème, je n'avais pas entendu Thibaut, je ne sais pas s'il était audible. Le thème de la prochaine formation, c'est Carolina. Voilà. Et ça sera avec des gens super géniaux, des merveilleuses personnes. Voilà. Et on vous laisse réfléchir à tout ça et réfléchir à vos doudous pour la prochaine fois et réfléchir à voilà, ce que vous avez envie de mettre en place en aide. Et faites-vous confiance. Ah non, la prochaine formation, c'est Bon. très bien. Et pas Carolina. Donc là, on cherche encore un intervenant ou une intervenante. Donc, si vous avez un ou une coach dans vos ligues qui soit, enfin, je dis coach, mais ça peut être joueur, joueuse, hein, qui a l'habitude de traiter des stats, n'hésitez pas à le ou la dénoncer pour qu'ils viennent faire une petite formation bien pragmatique sur comment lire des stats. Exactement, Thilo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Ok, et ben bisous tout le monde. Bisous, bisous, tendresse nougatine, et puis peut-être à bientôt. À plus.